à tous, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Anissé Carlos, ok, bonjour. Bonsoir Tanguy. Lundi dernier, on était le 6 avril 2026 et le 6 avril, traditionnellement, dans l'histoire politique du Bénin, le 6 avril rappelle une date assez importante, c'est le rendez-vous de prestation de serment du nouveau président. Sauf que cette fois-ci, on n'aura pas eu à cause justement de différents changements qu'il y a eu tout au long des deux mandats de Patrice Talon. En effet, le 6 avril 2016, Patrice Talon prêtait pour la première fois serment en tant que président de la République et projetait un Bénin de réforme. On a vu 10 ans passer, on va en parler, décortiquer notamment les changements qui sont intervenus au plan politique. C'est vrai qu'on n'a vraiment pas vu les 10 années passées. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est pas pareil pour tout le monde non plus. Il y en a pour qui ça a été très long. Parce que nous étions tous confrontés à des réformes qui demandaient des sacrifices. Et nous étions tous la tête dans le guidon parce que il fallait travailler à faire avancer le pays. Et c'est vrai, nous n'avons pas vu les années passées, même si pour certains hommes, notamment pour les hommes politiques, ça a été un peu comme un parcours de combattant parce qu'il y avait des réformes qui remettaient tout en cause, qu'ils étaient obligés de s'adapter et ça n'a pas été facile. Oui, justement, c'est surtout le domaine ou le secteur qui a été fortement touché. Je dois rappeler, on a eu quand même 2 révisions de la Constitution en 10 ans. On a eu 2-3 tentatives qui ont échoué. Donc, quand on fait le point, à peu près 5-6 tentatives de révision de la Constitution, c'est le domaine politique qui a fortement intéressé l'homme. Oui, parce qu'il fallait réformer principalement le fonctionnement politique de l'État. Parce que, en fait, les partis politiques avaient pignon sur rue et ce sont les partis qui dictaient la loi. Et donc, il fallait trouver le moyen d'affaiblir un peu les hommes politiques et le pouvoir des partis politiques qui étaient capables de bloquer le pays, d'affaiblir un peu aussi le pouvoir des syndicats, de la société civile, bref, de toutes les structures qui, d'une façon ou d'une autre, pouvaient se lever et bloquer et paralyser le pays à n'importe quel moment. Donc, il a fallu travailler à réduire les capacités de nuisance de ces structures et évidemment ça a permis que l'État puisse fonctionner de façon un peu harmonieuse pendant ces 10 dernières années, ce qui nous a privés du plaisir que nous avions de penser que nous avions une grande liberté dont nous pouvions jouir de façon impunie et inconsidérée. C'est ce que nous avons perdu et je pense que ça continue de chagriner certains. Ça fait quelques mois, hein, on a fini de parler maintenant de la dernière révision de la Constitution. Avec le recul, les changements intervenus, les changements proposés, comment est-ce que vous les analysez pour les quelques mois qu'on a effectués depuis la dernière révision? Faut-il le rappeler, c'était quand même en fin d'année 2025 qu'on a fait la toute dernière révision de la Constitution. Je pense qu'il faut se demander quel est le résultat final de tout ce que Patrice Talon a pu faire sur ce plan-là. Et quand on se pose cette question, la réponse est simple. C'est lui-même qui la donne. Le Bénin a trouvé son chemin. Et il faut se demander de quel chemin il s'agit. Et à ce moment-là, on comprend que le Bénin est désormais un pays peut-être dans lequel les habitudes ont changé. Et c'est encore Patrice Talon lui-même qui fait la meilleure description. Il dit que nous avons désormais un nouvel état d'esprit. Et le nouvel état d'esprit, c'est l'introduction dans nos mœurs, à nouveau, de l'ordre, de la discipline et surtout du sens de la responsabilité. La liberté, oui, mais à l'intérieur, vous êtes responsable de ce que vous faites et de ce que vous dites. Et c'est sur ce point-là, justement, que, à mon sens, il y a eu beaucoup de difficultés par rapport au citoyen. Faisons l'évaluation véritablement. Quand il fait sa description, vous y voyez vraiment le citoyen béninois, vous y voyez vraiment l'État béninois. Est-ce que vous voyez vraiment le Bénin dans l'image que lui-même projette justement après avoir fait autant de changements? Oui, ce qui se passe aujourd'hui est la preuve évidente qui nous a amené exactement où il pensait nous amener en 2016. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un pays dans lequel tous les acteurs politiques pratiquement se donnent la main pour regarder dans la même direction. Il y a certainement différentes façons de penser, mais il n'y a pas différentes façons de construire le pays. Il faut le faire ensemble. Je pense que c'est ça fondamentalement qu'il faut retenir. Et moi, je me dis que
Ce que Patrice Talon a apporté aussi, c'est le fait que on ait une liberté quelque peu encadrée. La liberté a été fortement encadrée. Et si on s'y réfère bien, on verra que dans tous les pays où la démocratie a été en difficulté, c'est l'un des points d'achoppement. Il s'agit notamment de considérer que l'invective, l'injure, l'opprobre jeté sur l'autorité confine en un désordre que Patrice Talon a voulu supprimer. Il faut critiquer, mais on ne critique pas n'importe comment. On ne profite pas de la largesse que nous avions sur le plan des libertés pour jeter l'opprobre sur le chef de l'État ou sur la République, dont on peut écorner une image de façon impunie. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui sont retrouvées malheureusement en prison pour n'avoir pas vite perçu cette nécessité de faire désormais la critique de façon véritablement responsable. Et je pense que quand on écoute Patrice Talon lui-même, on comprend véritablement le sens dans lequel il a voulu, on va dire, détourner notre démocratie, qui était un peu calquée à 100% à l'occidental, mais dont lui, il considérait qu'il y avait des aspects absolument à corriger. Et ça fait partie des aspects à corriger. C'est-à-dire la jouissance de la liberté d'expression ne peut pas être totale dans la mesure où nous avons une culture, dans la mesure où nous avons des traditions, nous avons des valeurs essentielles qui doivent être prises en compte dans la gestion politique du pays. Je me rappelle de cette sortie que Patrice Talon avait faite, je crois, à Abomey en 2021. Il avait, dans un lyrisme qui avait fait rire beaucoup de concitoyens, décrit un peu la situation de corruption du pays et expliqué pourquoi nous avions des difficultés à avancer. Vous vous rappellerez que quand il a voulu parler et quand il a voulu citer les personnes qui étaient concernées par la corruption, il a voulu tout de suite enlever ceux qui étaient au sommet de l'État, ceux qui avaient géré le pays et qui étaient en premier, en fait, responsables de cet état de fait. Il disait à l'époque, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des personnes dont je ne voudrais pas parler. Il dit, je ne vais pas citer leur nom parce que ça serait un peu comme si je manquais d'éducation alors que votre fils a été bien éduqué. Ça veut dire quoi? Que nos valeurs ne permettent pas qu'on dise n'importe quoi de n'importe qui, tout simplement parce qu'on a la liberté d'expression. Plus loin, dans ce même speech que je considère comme un véritable masterclass, Patrice Talon disait que dans notre tradition, on n'injurie pas les aînés, on n'injurie pas les personnalités, on n'injurie pas les dignitaires sur la place publique. Ça ne se fait pas. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas se permettre, lui, de citer ses prédécesseurs parmi les personnes qui ont pu conduire ce pays vers le gouffre dans lequel il s'est retrouvé en 2016. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà l'état d'esprit de Patrice Talon, le réformateur. On ne vient pas sur la place publique pour injurier impunément un responsable. Ça se passe en Occident. Ça se passe en Occident. Ça se passe dans la démocratie occidentale. Mais nous ne sommes pas en Occident. Oui, mais ça s'est passé aussi ces 10 dernières années avec notamment d'anciens présidents. Quand on a vu un peu les médias et comment ils ont traité Boniaï, Nicéphore Soglo, pendant qu'ils étaient encore dans leur posture qu'on leur connaissait. Mais on n'a pas eu cette réaction aussi pour montrer que l'éducation doit être dans les deux sens. Et je pense que ça a été une erreur d'avoir laissé faire depuis le début. Ça a été une erreur. Regardez dans toute l'Afrique de l'Ouest et même plus loin. Le problème que les citoyens ont avec les dirigeants, c'est que leur critique ne passe pas. Aucun dirigeant n'accepte d'être critiqué. Pourquoi? Parce que à cause de la démocratie, on ne met aucune forme d'éducation, aucune forme de respect dans la critique. On jette le pomme sur le chef de l'État en public. Et ça peut se faire en Europe parce que leur culture, leur éducation est différente. Mais ici, ça ne peut pas. Dans tous les pays qui nous entourent, et même au-delà, c'est le principal problème que rencontre la démocratie. Venir critiquer le chef de l'État sur la place publique.
ça vous amène en prison, d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, ça vous amène en prison. Et c'est ça le gros problème que je pense que Patrice Talon a voulu regarder en face et résoudre de façon concrète. Parce que, vous savez, je l'ai toujours dit sur ce plateau, la démocratie, elle n'est pas copiée mêmement dans tous les pays d'Europe, par exemple. Ici, nous nous comportons comme si nous n'avions pas le choix. Comme si les règles étaient écrites d'avance et qu'on ne peut pas y toucher. Oui, en Europe, il y a des royaumes. Oui. Il y a le royaume uni, il y a le royaume des Pays-Bas, il y a le royaume de Belgique, il y a le royaume d'Espagne. Mais le pouvoir royal est bien, enfin, je ne vais pas dire bien éloigné, mais est complètement distinct du pouvoir politique démocratique. Merci. Républicain. Je vous remercie d'avoir dit ça. Et le Royaume-Uni, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, est le pays qui nous offre à observer que les valeurs sacrées endogènes auront toujours prééminence sur les valeurs importées. Vous verrez qu'il y a la couronne qui est sacrée. Que les gens respectent. Qui est sacrée. Dans laquelle tous les Britanniques se reconnaissent. Et qui font allégeance à la couronne. Et qui n'a rien à voir avec la République. Merci. D'accord? Mais ici, chez nous, on a le président qui est en lien direct et intimement lié à la République. C'est ce que je disais tantôt. En Grande-Bretagne, il y a un Premier ministre. Oui, qui est la République. Vous pouvez jeter l'opprobre sur le Premier ministre en public. Et ça ne dérange pas. Ça ne dérange personne. Vous ne pouvez pas faire pareil pour la couronne. Vous ne verrez jamais un Britannique critiquer sur la place publique le roi. Oui, mais la difficulté que nous avons ici, c'est que nous n'avons pas ce pouvoir moral incarné dans le président. C'est exactement la lacune que comporte notre démocratie. Celle de ne pas avoir intégré quelque part nos valeurs essentielles, nos valeurs culturelles, traditionnelles dans le système politique. On ne peut pas faire autrement. Donc, d'avoir voulu faire exactement comme les autres en Europe, ou comme si nous étions de même tradition, de même... Non, ça ne marchera pas. C'est pour ça que tous ceux qui critiquent en Afrique se retrouvent en prison d'une façon ou d'une autre. Parce qu'on ne met pas la forme qu'il faut à critiquer le président de la République. On le traite comme une serpillière. J'ai entendu un éminent membre de la haute sphère politique dire un jour ici, si vous n'êtes pas prêt à être un tas d'ordures, vous n'êtes pas prêt à être un chef. Oui. Ça, c'est la conception occidentale de la démocratie. Et puisque nous avons été colonisés par l'Occident, et précisément par la France, qui a des habitudes, qui a des traditions, qui applique d'une certaine façon la démocratie, au nom de quoi nous devrons dire, nous, en copiant la démocratie, on doit sélectionner. Au nom de nos valeurs. Au nom de ce que nous sommes, je vous ai dit, les valeurs intrinsèques, les valeurs endogènes, les valeurs essentielles dont nous avons hérité, qui sont dans notre sang, dans notre ADN, ne s'effaceront jamais face à ce que nous copions d'ailleurs. Jamais. Nous sommes ce que nous sommes, on ne peut pas l'oublier. Donc, je pense que ce qui est essentiel aujourd'hui, et que Patrice Talon a voulu faire, sans aucun doute, c'est qu'il faut que nous apprenions à critiquer. Que nous apprenions le lexique de la critique. Carrément. Dans tous les pays, c'est l'orientation de la pensée. Dans tous les pays où on ne fait pas ça, il n'y aura jamais de démocratie qui ira loin. Comment? Dites-moi, dans quel pays en Afrique vous connaissez des gens qui critiquent et qui n'ont jamais eu de problème? Le Sénégal est une référence en matière de critique et de bouillonnement politique, de diversité d'opinions politiques. Je ne sais pas si ce sont les mauvais élèves du continent. Pourquoi croyez-vous que quelqu'un comme Sonko un matin s'est retrouvé en prison? Pourquoi croyez-vous que quelqu'un comme Diomaye Faye un jour s'est retrouvé en prison? C'est pas parce que, on va dire, dans le cours de l'histoire, ils se sont retrouvés président de la République. Non, ils se sont retrouvés en prison parce qu'ils étaient fortement critiques. Parce qu'ils étaient les voix les plus critiques du pays. C'est de ça que je vous parle. Oui, mais le problème qui se pose... Mais il faut peut-être que nous apprenions, que nous réapprenions à faire la critique en séparant les faits de la personne qui gère le pouvoir. C'est peut-être un peu ça qui nous manque. Parce que dénoncer des faits, c'est une chose. Mais injurier le président de la République, c'est une autre chose. Quand je dis que la gestion du pays pose problème par rapport à tel et tel aspect
c'est une chose. Mais quand je dis Patrice Talon et sa bande de voleurs, on fait comme ci, on fait comme ça, et que je le dis sans aucune preuve, que je le dis parce que je pense que j'ai le droit de le dire, ça pose problème. Pas sans aucune preuve. Là, Ça on est pose carrément problème. dans la dérive. Parce que la critique aussi, ça peut être le choix des mots pour nommer précisément les mots qu'on veut qualifier. Si on a à la tête d'un État quelqu'un qui traite les affaires publiques ou la caisse publique comme un escroc, en quoi est-ce que c'est un manque de respect de montrer avec les preuves qu'il a traité les affaires publiques comme un escroc? Regardez bien en arrière et dites-moi qui est-ce qui, de façon pondérée, respectueuse, a fait une critique et s'est retrouvé en difficulté. Il n'y en a pas. Ah oui, on peut toujours fouiller l'histoire. Ça dépend des prises de Quand vous position. faites la critique de façon pondérée, avec du respect, parce que c'est ça ce qui manque en fait, c'est le respect. Je ne parle pas que du Bénin, hein. Je parle de tous les pays dans lesquels on expérimente la démocratie et ça ne fonctionne pas. C'est que le chef, Gandhi a été en prison. le chef ne conçoit pas, une fois qu'il est chef, qu'on le traite comme une sépière. Il ne conçoit pas ça. Dans notre ADN, il n'y a pas cette liberté d'injurer le chef sur la place publique. Mais le fait aussi, l'idée qu'on a dans nos gènes de la toute-puissance, de la toute grande intelligence du chef, du roi, fait qu'aujourd'hui aussi, le président pense que dans ses choix, il ne peut pas être faillible. Que de lui montrer qu'il y a des aspects de faiblesse dans sa décision peut être aussi considéré comme un manque de respect. C'est-à-dire que ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que le résultat que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a une trêve. Et que quand vous décortiquez la trêve, ça revient juste à constater que le nouvel état d'esprit que Talon Patrice voudrait que nous ayons est celui dans lequel on fait de la critique, mais pas de la critique pour de la critique, pas de l'injure pour de l'injure. On critique, mais à côté, on propose. Parce que si vous ne savez pas dire comment on fait quelque chose, comment savez-vous que c'est mauvais la façon dont on le fait? Si vous ne savez pas dire, vous, comment il faut le faire, comment entendez-vous faire comprendre à tout le monde si je suis que la personne, vous ne concevez pas qu'on le fasse comme on le fait? Si je suis la personne qui est touchée directement par la décision et qu'elle m'affecte profondément, je peux juger que ça m'affecte profondément. Et donc, quand ça m'affecte, avec la manière, je fais la critique et je fais des propositions pour dire non, ça me touche. Et parce que ça me touche, je pense que si on fait comme ci et comme ça, ça serait avantageux pour le plus grand nombre. Vraiment l'impression que... Oui. Je crois que c'est ça qu'il voulait nous passer. Qu'il voulait qu'on arrive à avoir comme résultat final dans la gestion de nos problèmes politiques. Est-ce que le résultat, il est là quand on voit l'atmosphère? Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'une sorte de silence stressant, de gens qui ne veulent plus prendre la parole parce que c'est risqué de prendre la parole, c'est risqué de faire la critique? C'est cela que je vous disais tantôt. Il faut réapprendre à parler. Ah oui, carrément. Ah oui. Nous sommes confrontés à une situation et pour que nous allions de l'avant, il faut que nous apprenions à surmonter ensemble cette situation. Moi, je vous dis, il y a une façon dont vous pouvez critiquer sans être inquiété. Mais si ce que vous avez à dire consiste à jeter le propre sur l'autorité, à jeter le propre sur le pays, parce que vous voulez défendre un point de vue, ça pose un problème. Parce que vous touchez à quelque chose qui est sacré pour tout le monde. C'est ça. Donc, on peut critiquer les faits, mais on ne peut pas mettre l'honneur et la dignité du chef tout simplement dans les caniveaux parce qu'on a envie de revendiquer quoi que ce soit. Et c'est pour ça que j'ai toujours plaidé que nous ayons à travailler ensemble, à réfléchir ensemble à ce qu'il faut corriger fondamentalement pour que nous soyons tous à l'aise dans la démocratie que nous voulons promouvoir. Parce que, comme je l'ai indiqué, la démocratie, elle n'est pas copiée mêmement partout. Non, il y a des gens qui ont su intégrer des valeurs essentielles et les protéger à l'intérieur de leur système. Et ils ont mis la démocratie dans, on va dire, dans certains aspects de leur vie, tout en préservant ce qui doit être préservé. Si nous ne faisons pas ça, et que parce qu'on est libre, et qu'on croit qu'on est libre,
et qu'on croit que la bonne façon d'exercer la démocratie, c'est d'être totalement virulent, d'être totalement irrespectueux vis-à-vis de l'autorité, ça pose un problème. Il y a beaucoup d'activistes qui sont en prison, qui n'ont commis de péchés réels que d'avoir voulu traîner l'honneur et la dignité du président dans la boue, que d'avoir voulu jeter l'opprobre sur le pays. Donc ça, il faut que nous apprenions à faire la politique sans en arriver à des extrémités de cette nature-là qui créent des situations de désavantage pour tout le monde. Donc voilà, à mon sens, l'un des aspects importants de la vision de Patrice Talon qui nous a amenés du point où nous étions en 2016 à ce point où nous sommes aujourd'hui en 2026, où à la fin, nous avons un candidat qui, à la limite, est plébiscité par tous ceux qui, hier, profondaient le régime. Donc, en fait, il n'y a rien de fondamental qui nous oppose, je l'ai toujours dit. Et quand quelque chose nous oppose, nous pouvons faire la politique et critiquer sans que nous soyons obligés de créer des tensions inutiles. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que les mots que nous utilisons peuvent être des mots qui créent des tensions ou qui créent l'apaisement. Il faut choisir désormais dans un lexique qui ne jette pas l'huile sur le feu parce qu'on a quelque chose à titre personnel à revendiquer. Et vous pensez que le résultat qu'on a est un résultat pérenne? Non, c'est une étape. Nous sommes dans un apprentissage. Je le disais tantôt, nous sommes dans un apprentissage. Et même l'étape où nous sommes aujourd'hui, c'est pas, on n'est pas encore arrivé, on est arrivé nulle part. Nous sommes dans un parcours. Et ce parcours nous amènera à améliorer, à corriger les erreurs, à nous relever de ce qui nous fait tomber progressivement jusqu'à ce que nous trouvions quelque part un juste milieu qui nous permet tous d'être à l'aise dans notre système politique. Parce que il était évident que en 2016, ce que nous avions comme système politique ne pouvait pas continuer. Il était évident que quelqu'un devait faire quelque chose. Et il était aussi évident qu'il n'y avait personne pour rien faire. Et que bon, Patrice Talon, lui, il a fait son diagnostic et courageusement, il s'est dit, je me jette à l'eau tout seul. Et quelque part, il nous oblige à être tous des patriotes. Parce que le patriotisme, c'est quoi? C'est quand vous sacrifiez quelque chose pour que le pays se porte bien. Et donc, nous avons tous sacrifié quelque chose depuis 2016 pour le bien-être collectif. Et justement, ça me plaît bien, cet aspect donc de la gestion des partis politiques. On en est arrivé à quelques 2-3 forces politiques sur l'échiquier politique national, mais on n'a pas bien l'impression que les réformes ont créé véritablement les grands ensembles qu'on espérait, puisqu'ils présentent une certaine fragilité dans leur mode de fonctionnement. Parce que les hommes politiques, à un moment, n'ont pas du tout été en partie d'accord avec les réformes et n'ont pas voulu entrer sur le nouveau chemin qui était tracé. Et ont résisté pendant longtemps. Mais aujourd'hui, vous verrez bien que tous ceux qui étaient dans une grande résistance ont subitement découvert que, bon, il y avait quand même quelque chose d'utile et de défendable dans ce qui se faisait depuis 2016, parce que leur ralliement spectaculaire aujourd'hui prouve tout simplement que, d'une part, ils valident en réalité tout ce qui a été fait depuis 2016 parce qu'ils comprennent davantage, et que, d'autre part, ils approuvent que... Ils ont toujours dit que... Et que, d'autre part, ils approuvent que nous allions encore plus loin, ensemble, dans ce chemin de réforme. Ils ont justifié leur prise de position nouvelle par le contenu des idées qui leur est proposé. Oui. Est-ce que ça fait d'eux des gens qui contredisent leur position d'hier et ce qu'ils défendaient? C'est une grosse interrogation. Moi, je retiens une chose. Quand Patrice Talon dit que le Bénin a trouvé son chemin, il sait exactement de quoi il parle, et nous tous aujourd'hui, nous savons exactement de quoi il parlait. Ah oui. Et lorsque Roumel Wadani, qui présente son projet de société, répète le Bénin a trouvé son chemin, et que par conséquent, il nous dit qu'il n'a pas l'intention, lui, de s'écarter de ce chemin, je pense que ceux qui étaient contre ce chemin dès le départ ne peuvent pas avoir des raisons de commencer par se rallier en disant qu'il fait des propositions nouvelles. Il ne fait pas de propositions nouvelles sur un autre chemin. Il fait des propositions nouvelles sur le même chemin.
Et par conséquent... Il a dit qu'il y a des erreurs qu'on pouvait corriger, Exactement. etc. Exactement. Et ça ne nous fait pas quitter le chemin en question. Ah oui? Non. On corrige des erreurs, mais ça ne nous fait pas quitter le chemin. Le chemin est désormais clair, c'est celui où vous êtes totalement responsable de ce que vous faites, même si vous êtes libre de le faire. C'est le chemin sur lequel vous êtes obligé d'être discipliné. C'est le chemin sur lequel les déperditions d'argent qui nous amènent tous à faire la kermesse tous les week-ends n'est plus possible. C'est le chemin sur lequel la République doit passer avant tout quand nous nous exprimons. Donc, sur ce chemin-là, je pense que tout le monde, finalement, se retrouve. Et si aujourd'hui les hommes politiques se rallient, c'est normal que chacun ait des arguments pour expliquer que, bon, après tout, il ne trahit aucune position et qu'il ne trahit personne. On voit bien, dans le fond, que chacune des prises de position qui est motivée par une raison qui n'est pas supérieure à ce qui était défendu hier. On a, en tout cas, un gros changement dans, je dois dire, la cartographie partisane du Bénin et surtout l'attitude des acteurs politiques. Mais dans le fond, ont-ils vraiment changé? Non, mais ils n'ont pas changé. Vous avez vu les syndicats. On pourrait être surpris de constater que des syndicats appellent à voter pour un candidat qui se prépare à continuer dans le même registre que le régime qui, pendant une dizaine d'années, les a privés de liberté, d'agir et de paralyser le pays à leur guise. Mais, en réalité, il ne faut pas en être surpris. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent. Ils ont compris quoi? Ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Parce que pendant 10 ans, ils n'ont pas manifesté, le pays ne s'est pas porté plus mal. Pendant 10 ans, ils n'ont pas manifesté, l'école béninoise n'a pas été en difficulté. Les centres de santé n'ont pas été en difficulté. Le ministère des Finances n'a pas été en difficulté. Et alors, ils sont aujourd'hui, avec le recul, en mesure de comprendre que, bon, ils ont perdu quelque chose, mais en réalité, c'est le pays qui en est sorti grandi. Mais si on en est arrivé à cette étape, alors, pourquoi mettons-nous encore en vie des corps organisés, des corps socio-professionnels organisés, et si tant est que le régime peut avoir déterminé, je dois dire, une ligne, que la critique, si elle n'est pas, en tout cas, dans la ligne décrite sur laquelle vous êtes revenu, que bon, ça peut aller et que ça doit aller. Pourquoi est-ce que nous maintenons encore des corps organisés? Non, mais je ne considère pas que la critique du syndicalisme, fait des médias, et puis chacun va vaquer à autre chose. Je ne considère pas que la critique est interdite. Et je vous l'ai dit, à mon sens, c'est que la critique, on doit la réapprendre. Oui. Et les syndicats ont encore un rôle important à jouer. Parce que il faut constituer désormais des forces de proposition, non pas des forces de blocage. Oui, mais on ne bloque pas, on ne paralyse pas le pays parce qu'on a des choses à revendiquer. On propose pour que nous fassions davantage d'efforts, pour que le gouvernement fasse davantage d'efforts. On attire l'attention du gouvernement sur certaines choses, n'est-ce pas? Et on le fait de manière à ce que l'ensemble du pays puisse être témoin de ce que quand même, il y a des choses objectives qui sont dites là et qui doivent être prises en compte, n'est-ce pas? Mais lorsque tout ce qu'on a à dire, on le dit dans un bras de fer, systématiquement, ça, honnêtement, ça ne nous fait pas avancer. Oui. Bon, c'était un Bénin dynamique, c'était un Bénin houleux dans lequel, quand on prenait le pouls de la démocratie, on se disait, ah, ce pays-là, ah oui, ce pays-là a tout compris de la démocratie. D'accord, mais quand nous avons tout compris de la démocratie et que nous faisons une grande jouissance de toutes les libertés sans aucune limite et que un président en exercice en arrive à dire que cette démocratie-là, très honnêtement, ça ne peut pas continuer, que c'est une escafée. Il y a des remises en cause à faire et je pense que ce n'est pas mauvais d'avoir commencé par faire ces remises en cause, quitte à ce que, dans la progression, nous puissions améliorer ce qui a amélioré. Il y aura toujours des gens inconsolables, il y aura toujours des puristes pour lesquels la démocratie, c'est Montesquieu et pas autre chose. Mais il y aura aussi des gens pour comprendre
nos intellectuels, moi je les y invite, à comprendre qu'il y a des royaumes en Europe et que, par ailleurs, toutes les démocraties qui datent des années 90, à la faveur du vent qui avait soufflé à l'époque, ont capoté. Et qu'il y a une raison à cela. Et qu'il faut chercher la cause profonde. Et qu'à partir de là, on peut identifier les problèmes et les affronter. Je pense que ce que nous faisons ici, c'est un peu ça. On est un peu comme les précurseurs. Un peu comme en avance sur notre temps. Vous avez entendu un chef d'État d'un pays étranger dire il y a quelques jours à ses compatriotes, la démocratie, il faut l'oublier, c'est pas bon pour nous. C'est un chef d'État qui l'a dit. N'est-ce pas? Quand vous l'entendez comme ça, vous êtes choqué. Et vous vous dites, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Mais il est confronté à des réalités qui l'amènent à dire ça. Et même s'il est dans l'excès, même s'il est dans l'erreur, il faut l'écouter et chercher à comprendre pourquoi il le dit. N'est-ce pas? Donc, si nous ne faisons pas ce travail-là, et que nous nous contentons de dire non, la démocratie c'est 1 plus 1 égale 2, et que ça ne peut pas se passer autrement, nous allons nous casser la figure. Nous allons nous casser la figure. Je pense que le plus grand bien que Patrice Talon a pu faire à ce pays est d'avoir ouvert nos yeux sur ces réalités-là et sur notre capacité à dépasser un peu certaines limites pour innover et avoir une démocratie à la mesure et à la dimension véritable de notre société. Moi, je vois, je dois dire, un unanimisme forcé autour d'opinions, autour de façon de faire, autour de gestion. Cet unanimisme vers lequel les gens vont, parfois même de façon hypocrite et sans parfois à leur corps défendant. Et ça me fait dire que l'édifice est suffisamment fragile. C'est le résultat qui est important. Pour quel résultat? Moi, je constate que nous allons, pour la première fois depuis 1990, à une élection sans aucune tension. Pour la première fois depuis 1990. Pour la toute première fois. Il n'y a jamais eu. En 2016, on n'avait pas de tension. Ah oui? Ou non, on n'avait pas de tension. Un opposant même en exil, enfin, quelqu'un le présentait, même rentré, a payé la candidature, a été élu président. Ah, vous croyez qu'il n'y a pas de tension? Non, mais il n'y a pas eu de tension puisque les gens se sont compris après. Il y a eu. Ils ont eu le tiraillement. Il y a eu. Ah, il y a eu le tiraillement. Oui, mais pas dans le cadre politique, précisément. Ils ont eu des tiraillements dans un autre domaine, dans d'autres qualités, dans d'autres types de rapports. Puis après, quand les rapports se sont éteints, les tensions se sont éteintes dans ce domaine, ils se sont vus en politique et ça s'est bien passé. Non, ça ne s'est pas. Tout comme d'ailleurs en 2006, c'était un rapport de force. C'était tranquille aussi. C'était un rapport de force. Ah oui? Ah oui. En 2016? En 2016, c'était un rapport de force. En 2006, c'était un rapport de force. Parce que Bonéaï n'était pas celui qui était perçu tout de suite comme étant le gagnant, qui gagnait le pouvoir. Oui. Et n'oubliez pas que Patrice Talon, je l'avais dit une fois sur cette émission, a fait des pieds et des mains pour que même les élections aient lieu en 2006. Sinon, il n'y aurait pas d'élection. Oui. N'est-ce pas? Oui. Bon. Donc, en 2016, vous vous rappelez que Patrice Talon, on a failli même interdire qu'on lui délivre son acte de naissance pour aller... Bon, ce qui fait partie du jeu politique. Exactement. Oui. Ça fait partie du jeu politique. Mais le jeu politique est allé trop loin pendant toutes les élections présidentielles que nous avons connues dans ce pays. Nous avons toujours joué à nous faire peur. On a toujours eu des inquiétudes par rapport au lendemain des élections. N'est-ce pas? Et pour la première fois aujourd'hui, j'observe qu'il n'y a absolument aucune tension. Il faut aller écouter les démocrates. Hein. Peut-être qu'ils pourraient dire... Les démocrates, pour la plupart, sont derrière Ouadani. Je les ai vus à l'Oposa il y a quelques jours. Ils étaient tous alignés. Et je n'ai pas l'impression qu'ils aient été forcés. Par conséquent, je considère que ce qui est proposé est peut-être un peu en avance. Comme je le dis, peut-être en avance. Nous sommes peut-être en avance sur le temps. Mais il arrivera un moment où cette remise en cause devra être faite dans tous les pays. Parce que la démocratie ne fonctionne pas. Parce que chaque élection fait son lot de prisonniers et de morts et d'exilés dans tous les pays. Parce que... Et c'est pas normal. Parce que les acteurs, je ne veux pas dire les acteurs,
ceux qui détiennent le pouvoir ne connaissent pas le rôle qu'ils ont à jouer en tant qu'acteurs intervenants dans un système démocratique. Non, là maintenant, on n'est plus dans l'attitude où c'est les citoyens qui sont face aux responsables en charge des affaires de l'État. La plupart du temps, et surtout en Afrique, on a eu des problèmes, des tensions, des morts, etc., des violences, pas à cause de l'attitude des citoyens, mais plutôt à cause de l'attitude de celui qui a le pouvoir et qui peut-être ne pas lâcher. Non, à cause de l'attitude de ceux qui s'opposent et qui pensent qu'une démocratie, une vraie, se construit dans une opposition radicale. Le troisième et quatrième mandat n'ont rien à voir avec une opposition radicale. Lesquels mandats? Là où dans les pays où ils ont fait troisième et quatrième mandat, ou des mandats interminables, où ça s'est soldé par des violences et des morts, ça n'avait rien à voir avec les citoyens. Non, mais les morts et les blessés qu'il y a eu, c'est justement parce qu'il y a une partie de la classe politique qui s'est véritablement opposée, n'est-ce pas? Bon, je suis d'accord avec vous qu'il faut aussi discipliner ceux qui prennent le pouvoir en Afrique. Parce qu'on a l'impression, dans votre description, qu'ils sont des hommes parfaits, qu'ils sont gentils. Ils sont absolument pas. Fait la critique gentiment, avec beaucoup de respect, ils applaudissent et s'agenouillent pour dire merci monsieur pour la critique. Ils ne sont pas comme ça. Non, ils ne sont absolument pas parfaits. Et tout homme qui a une parcelle de pouvoir est toujours tenté d'en abuser. Si vous ne les chassez pas, ils ne partiront jamais. En fait, c'est ça la réalité. Si vous ne les chassez pas, ils ne partiront jamais. C'est pourquoi il faut saluer les personnes qui, quand elles ont fini leur deux mandats, partent dans l'honneur et dans la dignité, comme le fait Patrice Talon, même si, en voulant faire un troisième mandat, rien ne l'en aurait empêché. Il faut saluer ça. Donc, il faut aussi s'asseoir. Et c'est ce que je dis à chaque fois. Il faut que nous sachions qu'est-ce que nous voulons faire. Parce que là, chaque président essaye de faire comme il peut, avec ce qu'il trouve. Il essaye, en fonction des réalités de son pays, de faire comme il peut, avec ce qu'il trouve. Et il y a toujours des citoyens qui sont nombreux à le soutenir dans ce projet, de faire troisième et quatrième mandat. Ce sont des citoyens nombreux qui soutiennent ça. Même si c'est un parti qui ne soutient pas, il y a de très nombreux citoyens qui approuvent. N'est-ce pas? Donc, il y a lieu de réfléchir et de se dire, bon, est-ce que la limitation des mandats, en fait, est adaptée à nos mœurs? Par exemple, c'est une question que je pose. Si elle n'est pas adaptée, comment nous on fait pour que le pays n'ait pas à souffrir d'une dérive autoritaire ou d'un excès de pouvoir? Si nous ne réfléchissons pas en profondeur à cette question-là, et que tous les jours nous sommes dans le bricolage en voulant absolument appliquer les règles de démocratie telles que ça se pratique en Occident, on aura toujours des problèmes. C'est pourquoi je vous dis, regardez autour de vous et dites-moi dans quel pays vous avez vu l'une des démocraties installées à la faveur du vent de 1990 continuer de fonctionner normalement et comme ça devrait. Il n'y en a pas. Pourquoi ça échoue partout? Il y a une raison à ça. Nous mettons plus de subtilité parce que Dieu merci, il semble que le Bénin regorge quand même de pas mal d'intelligence et nous essayons de négocier les périodes de crise avec une certaine dextérité et nous retombons toujours sur nos pieds à la fin. Mais ces crises-là existent toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a des causes et que ces causes ne sont pas identifiées et combattues. Il faut avoir le courage d'identifier toutes les causes et d'avoir le courage de dire voilà comment nous on procède. Et à ce moment-là, peut-être, si tout le monde se prononce, parce que bon, même si un référendum est toujours un moyen détourné de consulter le peuple pour avoir ce qu'on veut, on peut quand même, en mettant un certain nombre de personnes à contribution, arriver à trouver des formules qui nous permettent d'avancer. Et je pense que le travail a déjà été mâché sérieusement par Patrice Talon. Et, comme je vous le disais, nous ne sommes pas là où nous sommes arrivés aujourd'hui par hasard. Nous sommes exactement là où il voulait que nous arrivions, en faisant des réformes, en faisant des révisions de constitution, en faisant la révision du code électoral. Il nous a amenés exactement là où, lui, il pensait que nous devions arriver pour qu'enfin s'installe une trêve à partir de laquelle tous les enfants du pays peuvent regarder dans la même direction sans se tirer
par les cheveux tous les matins, parce que la démocratie exige que lorsque certains regardent vers la gauche, que les autres regardent nécessairement vers la droite, pour que on puisse dire oui, ça c'est une bonne démocratie. On peut faire exception et regarder tous ensemble dans la même direction. C'est pas une chose impossible. C'est pas pour ça, c'est pas parce que les gens diront que la démocratie béninoise est moins virulente, moins vivante, si vous voulez, que par le passé, que ça nous avance. Ce qui nous avance, c'est qu'on dise que nous avons des résultats meilleurs depuis 2016. Et ça, je ne le certifie pas, mais à écouter les uns et les autres et à prendre le pouls, on sent bien que quelque chose a bougé dans notre pays et que, par ailleurs, on peut dire véritablement que Patrice Talon a gouverné. On va parler, puisqu'on a parlé essentiellement du profil du citoyen, donc on est resté dans le domaine politique et essentiellement. On devrait explorer aussi le rapport entre les institutions pour voir si là où il voulait nous emmener, on y est vraiment avec l'avis des institutions. On peut examiner aussi si véritablement on a fait un choix au plan économique. C'est un bon débat. On peut toujours en parler des institutions. J'ai une dizaine de minutes. Je ne sais pas si on pourrait explorer tout cela. On a même le volet culturel aussi pour voir si véritablement nous avons, je dois dire, un autre regard nouveau sur ce à quoi nous ressemblons, ceux de qui nous descendons et ceux de qui nous tenons, par exemple. Il y a une chose qui est sûre, c'est que sur tous les aspects de la vie communautaire, que ce soit politique, économique, sociale et autres, culturelle, Patrice Talon a véritablement impacté les citoyens par sa gouvernance. Et nous savons aujourd'hui que notre pays n'est plus regardé uniquement parce que c'est un pays qui est berceau de la démocratie, qui respecte les droits de l'homme et autres. Nous sommes regardés aujourd'hui comme un pays qui a de l'originalité, qui attire les touristes parce que il y a une certaine intelligence culturelle qui est en train d'être installée, arrimée à une intelligence économique, parce qu'on sait que le tourisme est pourvoyeur de devises. Par conséquent, quand on sort de là et qu'on va du point de vue des institutions, vous me direz que toutes les institutions sont couchées devant Patrice Talon, mais je pense que c'est lui le premier qui avait fait ce diagnostic et qui avait même, dans la première révision de la Constitution, fait des propositions dans le sens de l'amélioration, de la désignation des personnes qui siègent dans les institutions. Mais bon, nous-mêmes avons fait capoter cette première révision. Dans la Constitution proposée alors qui a été rejetée. Et après, il n'a plus trouvé utile de ramener ça parce que quelque part, la Constitution n'était pas sincère alors. Parce que quelque part, ça servait sa cause d'avoir des institutions qui étaient complètement soumises, parce que c'est lui qui avait la latitude de désigner tout le monde. Et je pense que ce n'est pas lui. Quel que soit le président qui viendra, si nous ne changeons pas la nomenclature des institutions et de leur désignation et des désignations de leurs membres, nous aurons toujours des institutions à la solde, totalement à la solde du président de la République. Et ça fait partie peut-être, à mon sens, des choses qu'il faut penser à changer assez rapidement. Est-ce que Patrice Talon ne crée pas trop vite victoire quand il dit on a changé de mentalité, on a une nouvelle destination, une nouvelle façon de voir notre pays? Quand il dit ça et qu'il n'a pas profondément touché au système éducatif, on a peut-être les changements de comportement aujourd'hui, mais les enfants de demain... Oui, en fait, il dit que le Bénin a trouvé son chemin. Il n'a pas dit que le Bénin est arrivé. Et il n'a pas dit qu'on arrivera demain. Mais le chemin par lequel nous sommes sûrs d'arriver est celui sur lequel il nous a entraînés aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut noter. Donc, il nous appartient, à partir de ce moment-là, de travailler, à continuer sur la même lancée, à ne pas nous laisser distraire et à franchir le maximum de distance possible pour arriver assez rapidement là où peut-être personne ne nous attend avant peut-être un siècle. En y arrivant peut-être dans 50 ans. Donc, il a tracé le chemin et il est heureux de l'avoir tracé parce qu'il est sûr, lui, que ce chemin-là va nous amener à bon port. Mais c'est à nous de voir. Si nous décidons que nous n'avons envie d'aller nulle part, nous pouvons faire des remises en cause et considérer que nous avons fait notre évolution. Mais tout va finir par nous rattraper pour la simple raison que on ne peut pas construire sans sacrifice
et sans privation. C'est impossible. Et par conséquent, il nous a donné l'exemple. Il nous a montré ce qu'on peut obtenir quand on fait des privations, quand on fait des sacrifices, ce qu'on peut réaliser. C'est un investissement massif qui a été fait, par exemple, dans le domaine culturel. Vous n'avez pas idée. C'est énorme. Et c'est fait essentiellement à partir des ressources que nous-mêmes, nous avons pu collecter sur le plan national. Donc, quand c'est comme ça, ça veut dire que effectivement, ce chemin-là peut nous amener loin, à condition que nous ne continuions pas de nous distraire, de bloquer, de paralyser, de vouloir revendiquer à tous les kilomètres pour retarder complètement le développement du pays. Comment voyez-vous le Bénin d'après Talon? Dans la continuité. Oui, évidemment, dans la continuité. Et Robert Ouadaigny, à mon sens, a dit ce qu'il fallait pour que nous comprenions qu'il y aura peut-être des améliorations. Certainement, il y aura des améliorations. Il y aura des innovations. On ira encore vers des résultats plus probants, mais en restant concentré. Et c'est le rester concentré, en fait, qui a été la chose la plus difficile à obtenir. Aujourd'hui, il y a une sorte d'unanimité autour de lui. Est-ce que ça va durer? C'est toute la question. Parce que tant que ça va durer, nous progresserons très rapidement. Qu'est-ce qui pourrait empêcher que cela dure dès lors que, je crois, on est parti sur une adhésion à une vision imprimée sur du papier qui projette très clairement les idées à mettre en œuvre et surtout un paysage partisan, mettons, qui a balisé le terrain parce que on a une opposition modérée qui est toujours en vie, qui va aux élections, une opposition radicale, dit-on, qui est en train de suffoquer et qui peut-être est en train même de donner ces derniers soubresauts de vie. Quand on a ces panoramas-là, on n'a pas l'impression qu'il y aura même des dos d'âne sur le chemin, que le boulevard est ouvert. Il y en aura probablement, parce que ce qui a toujours motivé une partie de la classe politique, ce sont les intérêts. Quand on n'a pas suffisamment d'intérêts pris en compte dans un système, on considère qu'on doit rentrer en rébellion, qu'on doit combattre ce système, qu'on doit créer tous les facteurs de blocage. Et cette mentalité, je ne suis pas sûr que Patrice Talon ait réussi complètement à engommer la capacité de nuisance. Donc nous pouvons toujours avoir au sein de la classe politique des hommes qui, fort de la défense de leurs intérêts personnels, pourraient se retrouver encore à bloquer le chemin et à paralyser l'action gouvernementale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, si tout le monde se met dans le rang et que nous savons que tout le monde ne peut jamais avoir satisfaction dans le rang, c'est que certainement demain, il y aura d'un côté certaines personnes qui vont se mettre ensemble pour dire, bon, nous sommes les laissés pour compte de la situation. En tant qu'homme politique, nous n'avons rien gagné du tout dans ce régime et par conséquent, nous devons nous organiser pour réclamer ce que nous pouvons et obtenir ce que nous pouvons. Il y aura certainement des remous dans ce sens. Merci Carlos Souké, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Passez une excellente soirée en compagnie du programme de Canal 3B.